Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver et je vous remercie infiniment un par un pour tous vos commentaires que vous avez fait, tous les pouces en l'air et les quasiment 4000 vues qu'a fait la dernière vidéo, chers amis. Je vous remercie infiniment, continuez comme ça, continuez à vous abonner aussi, à partager avec vos amis. J'aimerais revenir rapidement sur les deux Gugus précédents, les deux pseudo-écrivains dits maghrébins, algériens, qui sont illustrés par la traîtrise, par l'injure, par l'ignoble et par l'infamie. J'aimerais revenir sur ce Kamel Daoud qui fanfaronne, etc., en ne disant jamais qu'il a fracassé son ex-épouse et qu'il a frappé en la menaçant d'un couteau. Regardez son grand courage et son esprit vertueux. Quant à l'autre Gugus qui prétend que le tiers de l'Algérie jusqu'à Oran le territoire algérien n'appartient pas à l'Algérie. C'est aussi absurde, délirant que de dire que par exemple les frontières de l'Algérie s'arrêteraient à Essaouira ou que les frontières de l'Algérie, côté Tunisie, iraient jusqu'à Tozeur. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune profondeur, une réalité géographique, mais Boualem Sansal aime à se faire mousser et à servir ses maîtres et à être peut-être stipendié, avoir des dessous de table pour passer sur les plateaux télé, etc. En ce qui concerne Kamel Daoud, rappelons quand même qu'il a fait faire un geste criminel à sa femme, puisque sa femme, qui est psychiatre, a été volé le dossier de Madame Sarada, qui a été victime du terrorisme en Algérie, et a livré ce dossier donc secret, sacré, comme dirait l'autre, à son écrivaillon de mari pour qu'il en fasse un roman, Brigoncourt, etc., en disant que tout ça est sorti de son petit cerveau, son intelligence, c'est de la fiction, etc. Pipeau, évidemment, tout ça, les affaires commencent à sortir. Cet homme qui jette sa femme, Kamel Daoud, qui jette son épouse Aïcha Daoud, dans le trottoir médiatique ou dans le boulevard médiatique, en la faisant finalement une voleuse et une pas grand-chose, finalement, elle qui est psychiatre et qui devrait normalement raisonner, avoir le sens du devoir et du secret médical. Donc ces deux Gugus sont là, l'un est enfermé en Algérie pour procès, parce que pour toutes les injures qu'il a fait à l'Algérie, en touchant aussi à l'intégrité territoriale de l'Algérie, ça commençait à bien faire. D'ailleurs, beaucoup de gens se disaient, mais comment se fait-il que ce type est intouchable? Et c'est vrai que Sansal s'est cru intouchable par rapport à son agenda, son agenda et surtout son carnet d'adresses. Il connaît tout le gratin du CRIF, etc., etc. Donc si je suis intouchable et les Algériens ont peur de moi, mais il y a un mois, il fallait que ça arrête. Et ça a fallu que ça arrête et ça passe par la justice. Imaginez le contraire, si un écrivain algérien était allé cracher sur la France à ce niveau-là, avec autant d'infamie et de diffamation, peut-être aussi aurait-il subi le même tort, et certains d'ailleurs l'ont subi. D'ailleurs, en ce qui concerne Kamel Daoud, c'est une récidive. Dans un de ses précédents livres, il avait prétendu que nous, musulmans, étions incapables d'avoir le sens de l'esthétique, car la figuration, on ne pouvait pas figurer l'image du prophète. Ce qui est vrai, évidemment, mais il a élargi la donne en disant qu'on ne peut pas finalement apprécier l'art graphique, la peinture, etc., parce qu'on était enfermé dans cette espèce de doctrine du non-figuratif. Ce qui est complètement fou. Dans son livre, il prend exemple sur Picasso, etc. J'aimerais simplement lui rappeler à cet ignorant, à ce cuisse, que Picasso, qui est né d'ailleurs en Andalousie, donc en Andalousie, qui a dit dans un de ses livres, lorsqu'il avait pris un peu de recul avec le business de la peinture, il s'était réfugié à Narbonne et il avait dit des choses magnifiques sur l'islam en disant qu'à Narbonne, il retrouvait la volupté musulmane de l'Andalousie. Qui dit volupté, qui dit sens du beau, sens de l'esthétique, sens effectivement capacité à ressentir les belles choses. Kamel Daoud, il faudrait lire un petit peu plus et vous informer avant de cracher dans la soupe. Et quand on parle de littérature algérienne, cet homme, il ne représente pas du tout la littérature algérienne. On peut penser à Kateb Yassine, même si Kateb Yassine n'a pas été toujours en odeur de sainteté avec le pouvoir, il n'a jamais craché sur l'Algérie, l'identité algérienne, jamais. On pense aussi à Mouloud Faraoun, qui est mort quasiment les armes à la main, la plume à la main, puisqu'il a été tué en 62, quelques jours avant la libération. Et cet homme est mort par son courage, par la protection qu'il avait donc de ce qu'était son pays. On est très loin des Sansal et des Boualem. Puis j'aimerais penser à une femme aussi qu'on ne peut pas oublier, c'est Assia Djebar, de son vrai nom Fatima Zahra Imlayen, la reine de Cherchel, comme on pourrait l'appeler. Cette femme qui fut la première à rentrer à l'Académie française, première maghrébine à rentrer à l'Académie française,
Eh bien qu'elle a eu une vie très tumultueuse, elle n'a jamais craché sur son pays, jamais craché sur les Algériens et les Algériennes, jamais remis en question cette identité qui lui était chère, pour laquelle elle a écrit. Ces hommes, ces deux infâmes, ces deux Olibrius feraient bien de s'inspirer de l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la littérature dont ils ne connaissent pas grand-chose. Et donc, pour terminer, pour dire 2-3 mots sur la regrettée Assia Djebar, elle avait écrit un roman en 57, elle avait 18 ans, qui s'appelait La Soif. Un roman d'une intelligence et d'une psychologie rare. Et le curieux de cette affaire, c'est que ce roman sort en même temps que Le Bonjour Tristesse de Madame Sagan. Et alors, c'est Sagan qui va obtenir, avec son livre, un succès quasiment international et mondial. J'aimerais dire, sans chauvinisme, que ces deux femmes étaient extraordinaires, évidemment, mais que, sincèrement, le roman d'Assia Djebar était infiniment plus subtil, plus intelligent. On sentait déjà la femme de profondeur qui ne faisait pas les choses à la légère, et ça présumait déjà de la grande écrivaine qu'elle va devenir. Elle va rentrer à l'académie, et même à l'académie, elle continue à défendre les valeurs de son Algérie, puisqu'elle va exiger que le sabre avec lequel les académiciens sont parés soit à l'image du sabre de l'émir Abdelkader. C'est ce qu'elle aura. Elle voudra aussi s'habiller d'un caraco. On va lui refuser le caraco, mais elle va réussir à négocier avec Pierre Nora, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie. Elle va négocier un costume qui est très proche du costume du caraco. Encore une fois, des exemples que ces pseudo-écrivains sont incapables de reconnaître. Pour Assia Djebar, l'histoire va faire que, elle a un point commun avec Assia Djebar, c'est que Madame Sagan va un jour, dans sa Jaguar, transporter des membres du FLN à Paris. Elle va les cacher dans sa villa en Normandie, elle va les cacher dans sa voiture, etc. Donc quelque part, ces femmes, par la littérature, mais par l'histoire aussi, vont contribuer à l'histoire de l'Algérie, même si c'est par des petits bouts de l'histoire, par des petites portes, mais ces deux femmes se retrouvent dans la littérature aussi et à la défense de l'indépendance algérienne, ce qui nous éloigne beaucoup des vendus, des supplétifs, des ennemis de l'Algérie que sont les deux lascars précédents. Alors, il semblerait que l'avocat de Boualem Sansal ait osé dire, cet Olibrius, il ait osé dire que demain, quand les Algériens seront évolués, parce que nous ne sommes pas évolués, évidemment, un peu arriérés, etc., bien entendu, nous sommes des indigènes, rappelez-vous, a osé dire cet avocat que demain, quand l'Algérie sera évoluée, il y aura des boulevards et des avenues, des rues qui porteront le nom de ces deux cuistres, Sansal et Daoud. Alors je ne sais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de pissotières en Algérie qui n'ont pas de nom. Alors peut-être qu'on pourrait les baptiser du nom de ces deux ringards. Ces deux ringards qui espionnent finalement, on le sait. On a vu leur position dégueulasse et quasiment, on va dire, position couarde concernant les crimes à Gaza, puisqu'ils n'en parlent jamais. Leurs maîtres apparemment leur interdisent d'évoquer ce sujet. Il faut taper uniquement sur l'islam, et notamment aussi deuxièmement sur l'Algérie, notamment Algérie, je sais pas, ils ont un problème. Alors ces deux types qu'on peut penser être des espions, me rappellent un petit peu le logiciel Pegasus, vous savez, ce logiciel israélien qui sert à espionner tout le monde. Alors ce logiciel a été donné au départ au Maroc pour espionner ses voisins, peut-être Tebboune, très certainement. Ensuite, la France, qui n'est pas très très bien, de la part du Marzen actuel. Moi, j'imagine pas l'immense et le vénérable Mohamed V écouter aux portes de son voisin. Ça me paraît pas possible. Comme je n'imagine pas non plus le général de Gaulle espionner ses voisins. Si, de Gaulle l'a fait une fois de Gaulle pour espionner le général Giraud qui était un vendu aux Américains, et de Gaulle voulait le faire tomber avec une histoire de coucherie. D'ailleurs, au sujet du général de Gaulle, lorsque Assia Djebar va quitter l'école normale pour militer avec la résistance algérienne, elle va être mise dehors, et en 59, le général de Gaulle va exiger qu'elle soit réadmise à l'école parce qu'elle a trop de talent. C'est quand même magnifique. Ce même de Gaulle, d'ailleurs, lorsque certains voulaient faire enfermer Jean-Paul Sartre, qui militait pour l'indépendance de l'Algérie, de Gaulle dira « On n'enferme pas Voltaire ».
Voilà, ça ce sont des grandes valeurs que nos deux lascars, nos deux vendus de services ne peuvent connaître. En ce qui concerne le logiciel, vous savez que l'espionnage est partout, on peut penser comme les Américains, avec la NSA qui ont espionné tout le monde. La seule qui a un peu contesté, c'est la chancelière allemande qui a trouvé ça ignoble, etc. et qui l'a dit. La France n'a rien dit, Hollande dit on m'espionne, bon ben écoutez c'est pas grave, Hollande n'a rien dit non plus quand elle a été espionnée, etc. Enfin tout ça est absolument invraisemblable, d'autant plus qu'on sait que lorsqu'on espionne, c'est souvent pour essayer de trouver des histoires de coucherie. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui, voilà, je veux dire que tout ça expliquerait les positions paradoxales et ignominieuses de certains chefs d'État, qu'ils soient arabes ou français, de négocier et de protéger, et qui consiste à protéger des criminels de guerre peut-être, qui n'ont pas ils sont pas très propres et ils ont peur de tout ça. Et il y avait la première fois où dans l'époque moderne ça a été fait, c'était Marie de Chicago. Marie de Chicago était une espèce de, on va dire, pardon, excusez-moi du terme, une espèce d'espionne qui avait compris que pour faire chanter les gens, il faut avoir des photos sur eux, contre eux, ou des lettres les incriminant, des lettres cochonnes de préférence. Et ça va être la première, cette Marie de Chicago, à espionner et à faire chanter les gens. Et elle sait que c'est sur des histoires de coucherie qu'on fait chanter les gens importants. C'est ce qui me fait penser à l'affaire Epstein, l'ignoble Epstein et le non moins ignoble Piddy, qui font chanter les gens concernant des histoires de coucherie ou de pédophilie. Donc on peut penser que tout cet espionnage, ou ces gens qui ont des positions un peu bizarres, eh bien se savent espionner ou craignent que leur vie cachée, dégoûtante peut-être ou pas, soit révélée au monde, et donc ils ont des maîtres chanteurs et ils s'écrasent et ils prennent des positions indignes de leur pays et contre des pays qui sont victimes des pires horreurs. Ils se taisent, ils collaborent comme nos deux cuistres écrivains dont je parlais juste avant. Si vous avez aimé, chers amis, je vous remercie si vous avez aimé, et vous pouvez faire des commentaires évidemment, partager évidemment la vidéo et puis vous abonner. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.